Les projets d'unification de l'Afrique menés par les Africains pour des Africains ne manquent pas de nos jours. Le thème qui décrirait très bien la volonté de chaque panafricaniste, c'est celui d'union. Unir les Africains pour que leur continent soit vraiment le leur, en plus d'être une puissance mondiale. Bon, nous sommes d'accord et c'est très volontiers. Mais avec quoi comme union? L'existence africaine qui s'appuie sur la nécessité de s'unir du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora. On part du principe que dans le monde, seules les populations qui s'inscrivent dans la démarche du bloc sont capables de se faire entendre au concert des nations, et qu'il est nécessaire en ce qui nous concerne, puisqu'on a fait l'objet quand même d'un certain nombre de segmentations lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, conférence qui a été dictée par des francs-maçons occidentaux. Il est nécessaire de se rappeler que pour transcender ces frontières artificielles, on doit se recréer, se réinventer à partir d'un patrimoine commun que nous avons, en s'appuyant sur la matrice linguistique du continent africain, en s'appuyant sur la matrice civilisationnelle du continent africain, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop, entre autres notamment, qu'on soit capable de voir les intérêts de notre continent en ne parlant d'une seule voix, en agissant tel un seul homme ou une seule femme, en agissant tel un bloc et en imposant notre voix comme la Chine a pu le faire. On voit la Chine aujourd'hui. Et si on parvenait à trouver une définition précise de cette union en essayant d'englober tous les styles variés du panafricanisme, est-ce qu'elle unirait réellement tous les Africains? Et surtout, pourrait-elle durer? Avant d'y répondre en profondeur, cette vidéo se concentre sur les contradictions indiscutables des panafricanistes entre eux et fonctionne comme la première partie d'une série sur cette question d'union africaine. Je vous invite à rester connecté à notre chaîne sous-africaine en vous abonnant par notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous parlerons entre autres du livre Africa Unite d'Hamza Bokari Yabara, de la spiritualité kamite avec Lamarck et Isfet, des théories raciales de Domi Fakoli, de l'afrocentricité, de la renaissance africaine et de bien d'autres points. Bon, pour répondre à notre question concernant le type d'union qu'il faudrait pour l'Afrique, intéressons-nous déjà aux fondements idéologiques de certains panafricanistes influents. Et j'invite tous les Africains à se lever. Nous sommes toujours sous la botte de ces gens-là. Nous n'avons aucune souveraineté, que ce soit monétaire, que ce soit économique, que ce soit militaire, tout ce que vous voulez, politique. Nous sommes toujours embrigadés. Et j'ai vu tout à l'heure M. Macron qui parlait avec vous qui êtes nos enfants, vous êtes nés ici, vous vous considérez comme Français. Oui, c'est très bien, vous êtes Français. Mais attention, ils ne se considèrent pas comme Français. Pour certains, il faut revoir d'où vous sortez, parce qu'on ne peut pas oublier ses origines. On va toujours vous dire oui, français d'origine. Donc s'il vous plaît, mes enfants, j'ai peut-être trop parlé ou bien je ne me suis pas bien exprimé. C'est peut-être la rage d'une mère. Il faut aujourd'hui que chaque Africain se lève pour prendre à bras le corps ce combat. Quelle est leur union souhaitée? Mais surtout, que pouvons-nous remarquer d'intéressant au sens identitaire chez un panafricaniste appelant d'autres panafricanistes à s'unir à lui? Ainsi soit-il, qu'il le trouve. D'accord? Moi, ce que je pense, c'est que l'unité est plus importante que l'union. Il y a une différence entre l'unité. Quand on dit unité, on dit troupe d'élite. On dit des gens qui sont connectés. On dit des gens qui vont dans le même sens. On dit des gens quelque part qui ont le même ADN, même empreinte. Vous savez pourquoi, quand on voyage, l'Occident a mis les choses de l'empreinte? Je pense que quand ils prennent l'empreinte ou l'ADN, ils ont les bases de données pour remonter à nos ancêtres. Et je pense que tous les traites africains, ils ont le même ADN des traites qui jadis, qui a eu l'esclavage et tout ça. On a vu les statues avec Avenue Foch, on a vu des gens, Charlemagne, on a vu des gens, des monuments. Ils ne sont pas nombreux. Ils étaient un ou deux à leur époque à mener leur population, leur peuple. D'accord? Ils ont eu cette force. Je pense qu'ils ont prié, ils ont cru, ils ont eu la foi à leur divinité et ils ont eu ce pouvoir-là d'aller conquérir le monde. Je les respecte, personnellement, je les respecte. Mais nous, quand est-ce qu'on aura des monuments chez nous avec des statues au nom des gens qui vont nous libérer notre peuple? Quand est-ce qu'on va être fiers des guerriers, des gens qui, comme Bouti, qui très jeune, il est jeune, il est debout tous les jours. Tous les jours, il se lève, c'est pour aller combattre, pour défendre le peuple noir africain. Tous les jours. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit créer notre propre confrérie, comme les autres loges, avec nos propres bases,
pour pouvoir être au même niveau. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sauver notre peuple. 1. Le communisme a-t-il sa place cohérente en terre panafricaine? Déjà, quelques recherches suffisent à retrouver un trait commun chez la plupart de ceux qui, aujourd'hui, se revendiquent du panafricanisme. Qu'il se situe en Afrique ou ailleurs dans le monde, c'est le communisme, ou en tout cas son influence indéniable. Urgence panafricaniste, en collaboration avec toutes les entités qui sont pour la consommation locale, contre l'injustice sociale. Mais depuis cette année, en tout cas l'Afrique a adhéré, et grâce à une personne que je remercie, qui est français, qui s'appelle Jean-Paul Vanov, qui est du Parti communiste français, qui a su fédérer les associations africaines, les partis politiques de gauche, progressistes et les démocrates français, qu'on se retrouve tous sur la plateforme. Il y a des choses à dire sur le communisme en rapport au panafricanisme. Loin d'être hors sujet avec le thème des contradictions, je crois qu'il y tient une place d'importance lorsqu'il est comparé à d'autres courants panafricanistes plus axés sur le spirituel. Ndoumbi Fakoli. Bienvenue Ndoumbi Fakoli. Merci. Alors, pourquoi avoir voulu écrire sur la Maat, Ndoumbi Fakoli? J'ai écrit sur la Maat parce que c'est la Maat qui, disons, oriente notre vie sur Terre en vue de nous permettre, comme le disent nos ancêtres, d'obtenir le retour définitif en Dieu. Des auteurs panafricanistes sont repris par plein de marxistes et les références sont nombreuses. Il suffit de voir par exemple un panafricaniste faire l'objet d'une conférence de la part d'un militant d'un mouvement de gauche, ou des panafricanistes faire l'objet d'un livre entier sur la révolution africaine écrit par un activiste d'extrême gauche, pour s'en rendre compte. Quand on note l'intérêt des partisans de l'extrême gauche pour le panafricanisme et l'utilisation qu'ils en font, c'est comme s'il y avait plus de marxistes se revendiquant panafricanistes que des panafricanistes se revendiquant attachés à la spiritualité africaine d'avant la colonisation. Les influences marxistes chez les auteurs africains s'élèvent travaillant à la construction du mouvement panafricaniste sont indéniables. L'érudit Cheikh Anta Diop ne fait pas exception à la règle, lui qui affirmait que sa démarche s'inspire du marxisme. La plupart des penseurs révolutionnaires africains ayant pavé la voie du mouvement panafricaniste étaient devenus communistes ou fortement influencés par cette doctrine dans les années 1960. Comme beaucoup d'intellectuels européens de cette époque, s'ils n'en avaient pas directement pris connaissance, ils fermaient les yeux sur les camps de travaux forcés et toutes les conséquences meurtrières de cette idéologie. Les détails se trouvent dans la vidéo d'Ulysse et Lacroix, le communisme dans tous ses états, crimes et passions. Elle parle aussi des différents styles de communisme dans sa construction, telles que ses formes patriotiques. Le panafricain révolutionnaire Kwame Nkrumah, politiquement très actif dans les années 1950 et 1960, était licencié en économie et sociologie et recherchait un fondement africain au socialisme. Dans son effort de comprendre les mécanismes et théories du colonialisme et de l'impérialisme, Nkrumah lisait les penseurs communistes tels que Hegel, Marx et Lénine, en passant même par le célèbre révolutionnaire italien Mazzini. Au passage, Mazzini était un membre occulte de sociétés secrètes et avait participé à des séries d'événements clés, aboutissant plus tard à la prise de Rome en 1270 et donc à la fin des états pontificaux. Nkrumah gardait les grands axes du communisme mais en refusant les théories universalistes. C'est avec ces idées que Nkrumah participa à l'indépendance de son pays, le Ghana, qu'il a obtenu le 6 mars 1957. J'attire votre attention sur ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que quand le colonisateur anglais était parti, tout allait vraiment mieux et qu'il ne chercherait plus à coloniser les Africains? De façon générale, qu'est-ce qui s'est passé après cette indépendance avec l'idéologie de ce révolutionnaire ghanéen mise à l'œuvre? Ne croyez pas que Nkrumah n'ait joué qu'un rôle mineur. Il est devenu président du Ghana et c'est pour ça qu'il importe aussi de se concentrer sur lui. En 1958, il s'était engagé dans l'Union Ghana-Guinée. Cette union était posée comme le point de départ des États-Unis d'Afrique de l'Ouest et avait la vocation d'englober à l'avenir plus de pays africains. Le Mali était venu ensuite s'ajouter à cette union, mais le projet ne réussit pas, car chaque pays s'occupait de ses propres affaires. C'est quand il a vu que les pays africains restaient soumis à leurs anciens maîtres coloniaux par plusieurs mécanismes que Nkrumah rédigea le manifeste L'Afrique doit s'unir. Nkrumah fit des observations très pertinentes sur les contre-attaques des colonisateurs cherchant toujours une forme de contrôle en dépit de l'indépendance de leurs anciennes colonies. La plus dangereuse contre-attaque était selon lui le néocolonialisme. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme. Ce titre paraphrase une célèbre formule du communiste Lénine. C'est face à ce problème d'identité que Nkrumah en appelle au panafricanisme. Il faut garder en tête que sa grille d'analyse pour la libération nationale était déjà marxiste, et que donc le panafricanisme idéal selon Nkrumah était socialo-communiste. Pour preuve, dans le livre en question, il dit qu'il faut une planification socialiste d'ensemble. Bon, toi qui écoutes, est-ce que tu crois que ce projet socialiste peut vraiment souder les Africains entre eux?
Voyons les résultats d'un rêve continental africain, un panafricanisme socialo-communiste à l'échelle de quelques pays. Avant son renversement, et dans le contexte de la chute du prix du cacao, probablement manipulé par les néocolonialistes, Nkrumah a appliqué une politique d'austérité et a pris 5% des salaires pour renflouer les caisses de l'État. Cette mesure impopulaire a provoqué des grèves, que Nkrumah, alors président du Ghana, a réprimé sévèrement. Ce fut le début de la fin pour lui, et puis après il fut renversé de sa position de chef d'État. Comment la personne qui nous avait menés dans la lutte pour élire nos propres dirigeants aurait-elle pu devenir un dictateur? La personne qui nous avait conduits à affirmer notre droit en tant qu'être humain. Quelle logique bizarre. Ça n'a pas de sens. C'est son propre peuple, son propre gouvernement qui s'en est débarrassé parce qu'il devenait nuisible. Certains pourraient penser que le panafricanisme marxiste n'a pas fait ses preuves à cause des attaques néocoloniales et que les échecs de cette union, le renversement de Nkrumah et d'autres déstabilisations en terres africaines suite à des mouvements révolutionnaires du même genre communiste seraient uniquement dus à l'impérialisme manipulateur toujours agissant. Par exemple, l'auteur du livre Figure de la révolution africaine, Saïd Bouamama, dit que Nkrumah s'est contenté de réponses trop simples, ce qui donne une impression plus salvatrice qu'optimiste au communisme, que s'il est pris avec sérieux, il doit vaincre et vaincra. Mais, sans remettre en cause les observations pertinentes de Nkrumah sur les ingérences occidentales en terre d'Afrique et les bons aspects d'autodétermination et d'organisation menés avec succès par les Africains après leur indépendance, c'est une tromperie intellectuelle de croire que le communisme peut libérer complètement un pays de la misère. Il suffit de penser à ce qui se passerait dans les pays communistes si tous les ennemis impérialistes et capitalistes disparaissaient. Quel nouveau ennemi trouverait-il? Peut-être que, comme Staline, viendrait le temps des purges internes et que des paranoïaques sanguinaires régneraient en maître en faisant régner la terreur. En tout cas, quand on observe tous les tyrans qui ont défilé sous le drapeau communiste, partout dans le monde et dans des styles variés et différents de communisme, ou qu'on observe le nombre imposant de peuples qui rêvaient de passer le rideau de fer en Europe pour rejoindre la terre des capitalistes détestés, c'est sûr que le communisme n'apporte pas la paix pour tous dans le monde. On n'est vraiment pas à l'abri d'un retournement de situation radicale. Pour un temps, Nkrumah était résolu à ne pas recourir à la violence pour le succès de ses idées politiques. Mais en 1968, après son renversement en tant que chef d'État et durant son exil en Guinée, il appelle à la lutte armée contre le colonialisme et ses régimes fantoches. Il y a donc un véritable retournement de situation et Nkrumah fait part de ses illusions passées de croire que ça pouvait se faire sans violence. Même si Mars se voulait pacifiste et que Lénine justifiait ses actions pour une cause jugée moralement bonne, l'idéologie communiste que soutenait Nkrumah et toutes ces personnes est responsable de plus de morts que les nazis, plus de 20 millions de morts. Si on compare une autre expérience révolutionnaire d'inspiration communiste, celle du Burkinabé Thomas Sankara, c'est très intéressant de voir qu'il a avoué s'être senti dépassé par les événements, dans un contexte se déroulant après son accession au pouvoir. Je trouve pertinent de considérer que l'idéologie communiste crée des maux de tête à ceux qui ont recours à elle une fois l'ennemi capitaliste vécu ou disparu. Africains, est-ce que vous voyez comment le communisme doit prendre sa grande part de responsabilité qu'il désunit et crée du désordre? Dans tous les cas, un communiste panafricain est une contradiction en soi. Si on part du principe que le panafricanisme peut et doit prendre en compte la culture africaine. Nkrumah ancre l'unité africaine dans la rationalité économique et politique. Pour lui, le passé plus ou moins mythifié ne fonde pas l'unité africaine. Il s'ensuit logiquement que cette conception matérialiste panafricaine met en péril ou peut compromettre une conception spiritualiste panafricaine. Je vais vous le prouver amplement dans quelques minutes avec un exemple fracassant. Il faut noter qu'on ne peut pas accuser mes propos d'être construits avec esprit étroit, comme si j'ignorais les composantes variées du communisme. Et ceux qui posent cette accusation voient leur argument se retourner contre eux fatalement. En effet, logiquement, ce sont eux qui alors réduiraient l'idée panafricaine à une conception simpliste et non spiritualiste, absente de culture et ne gênant pas leur conception communiste intrinsèquement matérialiste. Maintenant que nous avons clarifié le point avec le communisme en terre africaine, voyons concrètement les contradictions évidentes parmi les panafricanistes influents. 2. La contradiction communiste contredit d'autres contradictions de fond panafricaines. Puisque le communisme tient une place importante dans l'influence activiste de beaucoup de panafricanistes, on commence par lui en l'utilisant comme fil directeur pour tirer vers nous ce paquet de contradictions. Sankara considérait le livre L'État et la révolution du communiste Lénine, la Bible et le Coran comme les 3 courants de pensée les plus forts au monde. Il ne voyait pas de gêne à dire qu'il les emporterait avec lui sur une île déserte. L'image d'une île déserte représente un monde à reconstruire. C'est donc super important à prendre en compte dans le point que je vais faire. Une fois la révolution aboutie et la cession au pouvoir, des chefs comme Sankara ne voyaient pas de gêne à rendre cohérent les enseignements de la Bible, du Coran et du communiste Lénine. C'est un manque d'intégrité indéniable, un mélange incohérent,
qui ne peut servir les intérêts que de ceux qui cherchent à bâtir après avoir créé le chaos, tels les judéo-maçons. Quand le communisme régnait en Russie, il n'épargnait rien de ce qui portait une connotation chrétienne et de façon large c'est anticlérical. Ça se passe dans des commentaires, mais au lieu d'arrêter ce mouvement, un compatriote de Sankara continue encore aujourd'hui de le véhiculer à travers ses œuvres musicales en pensant prêcher l'harmonie durable. Alors que pour certains panafricanistes, il n'est pas légal pour l'Afrique d'avoir des religions telles que l'islam et le christianisme, certains essaient plus ou moins d'expliquer la crise tout en essayant de donner une solution. C'est le cas par exemple de Sams Kaloja, qui se réclame du Rastafarisme, un mouvement culturel et spirituel et héritier de Sankara et d'Haïlé Sélassié. Opium numéro 1 en Afrique, Sams Kaloja est un chanteur et traducteur de la musique reggae en français. Il anime une chaîne radio pour, selon lui, libérer le peuple africain de son ignorance. Le problème, c'est que beaucoup de ses convictions se basent sur de nombreux mythes ignorants. Par exemple, dans cette vidéo, il parle de l'esclavage en ne donnant aucune source de ce qu'il avance. C'est l'histoire, man, qui te parle. Rasta n'invente rien. Et 2 ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait autoriser officiellement le roi de Portugal non seulement à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, à faire d'eux des esclaves et à saisir leurs terres, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées aux princes et aux rois catholiques, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarrasins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et leurs possessions, et de tous les biens meubles et immeubles, et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel, et prendre la souveraineté de leur royaume, principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Bulle Romanus Pontifex, page 23. Oui, man, c'est l'histoire qui te parle. Ainsi, ce décret du pape Nicolas V ordonna aux Européens d'aller dominer d'autres peuples et de les réduire à l'esclavage perpétuel. Même si l'analyse du thème sarracen dans l'aide de Nicolas V est erronée, comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo, personne ne dit mot, car il veut tous faire sortir le peuple africain des griffes de l'église catholique. Sams Kaloja n'est pas gêné qu'on soit chrétien, car pour lui, citation, on peut être chrétien, on peut être musulman, mais il est bon de savoir que Jésus et Mahomet ont fait leur éducation spirituelle en Afrique. Félicitations. Nous voyons ici une autre ressemblance avec la mentalité contradictoire de Sankara. Ne ferait-il pas de la même pensée que Kémy Séba du moins que le peuple africain adhère à sa lutte? Cette citation le prouve largement. Citation. L'inspiration, lire la Bible et le Coran, que cela me donne me permet de ne pas être extrême dans mes positions. Fin de citation. C'est visible que Sams Kaloja pense que la neutralité dans les affaires religieuses et une sorte de sécrétisme puisse garantir une harmonie pacifiée. Vivre en paix, on est tous d'accord. Et il ne faut pas penser toutefois que ça donne le droit de ne pas définir ce massacre intellectuel pour ce que c'est. Des contradictions idéologiques massives moquant l'harmonie réelle. Bon, allons voir la contradiction suivante. Le socialo-communiste panafricaniste Nkrumah ne croyait pas en la vision simpliste des castes dans un passé africain idéalisé. C'est une contradiction directe avec les croyances de l'auteur prolifique panafricain Doumbé Fakoli, qui à la page 45 de son livre d'origine biblique du racisme anti-noir, dit carrément qu'avant la venue des Blancs, les Noirs n'avaient de compte à rendre à personne et vivaient tranquillement entre eux. En effet, la contradiction se voit nettement quand Nkrumah écrit que c'est certainement une simplification facile. N'ayant aucune preuve historique, anthropologique d'une telle société idyllique où ne vivaient ni pauvres ni riches avec une sécurité absolue. Maintenant, voici l'argument fracassant en rapport avec le communisme et la culture africaine que je vous ai parlé tout à l'heure. Si des panafricanistes fiers de leur culture africaine considèrent que le maoïsme, aucun système politique s'inspirant de ce communisme asiatique, puis fait partie intégrante de leur idéologie panafricaine, c'est clairement contradictoire, et je les invite amicalement à le réaliser. La citation suivante d'un expert de la Chine sur les influences communistes dans les esprits de ce pays le montre complètement. Citation.
Les discours sur la société harmonieuse sont, comme sur l'autrefois sur le communisme, des mirages destinés à faciliter la manipulation des esprits et des corps. Jamais on a aussi précieusement conservé les anciennes monnaies, les vieilles photographies et les livres d'autrefois que quand cela devient interdit au cours des années 1950. Tout ou presque fut finalement détruit pendant la révolution culturelle, mais sans disparaître des esprits. Fin de citation. Le point crucial est que cette révolution maoïste, puis son installation politique d'après-guerre civile, a littéralement effacé le passé historique et culturel de la Chine, à tel point que la majorité des Chinois aujourd'hui ne connaît pas du tout son héritage culturel millénaire. Donc, qu'est-ce que diraient des panafricanistes qui souhaiteraient garder les soi-disant religions de l'Afrique traditionnelle? En agissant tel un bloc et en imposant notre voix comme la Chine a pu le faire, on voit la Chine aujourd'hui. Je vous propose pour y répondre de consulter certains commentaires des panafricanistes suite au visionnage d'une de nos vidéos sur Kémy Séba. L'on a un profil de Thomas Sankara et parle violemment contre le Vatican tout en revendiquant une spiritualité kamite. Aussi, regardez ce que dit cette personne endiablée au commentaire cette année. Elle insulte la chrétienté et revendique fièrement la tradition africaine. Le contexte, je vous le rappelle, était de défendre le panafricanisme selon Kémy Séba. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans. Salutations à tous mes frères et sœurs chrétiens qui sont ici présents dans cette salle et qui sont panafricains comme tous les autres ici présents. C'est clair que ça placerait en contradiction les personnes comme elle avec des panafricanistes tels que Sankara ou Sam Skaleja, prônant l'harmonie avec les religions du sol africain comme nous l'avons vu plus tôt. Par exemple, Sam Skaleja invite les gens à lire chaque jour un verset de la Bible ou du Coran, qui selon lui est le secret de la vie éternelle. Chaque jour que Dieu fait pour toi, tu dois prier, adresser louange à l'Éternel. Lire un verset de la Bible ou du Coran par jour, cela va t'aider à chasser loin de toi Satan. Attendez, c'est pas fini. Les contradictions profondes dans l'expérience pour l'unification panafricaine continuent. Nkrumah croyait à une théorie socialiste centrée sur l'anticolonialisme et qui ne s'adresse pas qu'aux Noirs mais aux colonisés. Il n'était pas un théoricien de la négritude et ne visait pas un sionisme noir selon les croyances du panégriste Marcus Garvey qui prônait l'idée de la pureté de la race noire. Les deux courants se contredisent donc profondément dans le fond et dans leur projet politique respectif de construire une identité à l'échelle d'un continent. D'ailleurs, en parlant d'identité, qu'est-ce que vous pensez du rôle d'une langue dans l'unification? Pour Sankara, la francophonie était une stratégie néocolonialiste. Mais l'ethnologue malien Hampâté Bâ, défenseur de la tradition orale et membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970, pensait carrément le contraire et en dit beaucoup de bien en termes d'unification. Le rôle influent d'Hampâté Bâ ne rend pas illogique de le placer parmi les bâtisseurs et chercheurs de l'identité panafricaniste. Les pays de la francophonie incorporent également les Africains se disant musulmans. Hampâté Bâ se considérait musulman. Les communistes sont nombreux à utiliser l'image du colonisé islamique opprimé par les occidentaux capitalistes pour fermer les yeux sur les contradictions d'une alliance durable entre communisme et islam. Je ne traiterai pas ici des incohérences de certains se disant musulmans avec les affirmations du Coran et surtout sa raison d'être officielle. Vous retrouverez bientôt sur Sud-Africaine une vidéo sur Hampâté Bâ et sa théorie de l'islam. Pour revenir sur le thème de la prochaine vidéo, il suffit de lire les écrits de ce technologue et le comparer au traitement que réserve Domi Fakoli à l'islam, qu'il méprise, pour voir que les deux ne peuvent tout simplement pas s'entendre, ce qui ferait deux autres panafricanistes opposés radicalement dans le fond. Comment s'unir? Hampâté Bâ et son islam philosophique ne coïncident pas avec les croyances de Domi Fakoli. L'opposition entre ces deux courants de pensée est assurée. Pour ceux d'entre vous qui connaissez le professeur béninois Hassani Fassassi, vous ne devez pas rater notre vidéo sur son livre traitant de la lettre du pape Nicolas V. Il est prouvé entre autres qu'il ne traite pas honnêtement le rôle de l'islam dans la traite négrière. Si Hassani Fassassi rencontrait Domi Fakoli, c'est garanti que le débat serait très mouvementé et chaud, dès que les deux arrêteraient de revendiquer leur alliance formelle panafricaniste. Mais nos ancêtres, eux, sont très honnêtes. Ils n'ont jamais dit que Dieu s'est montré à eux, ils n'ont jamais dit que Dieu s'est révélé à eux, parce que Dieu ne se montre pas, Dieu ne parle à personne. Donc ce sont des religions révélées, dites révélées, donc c'est faux, aucune religion n'a été révélée. Ok, aucune religion n'a été révélée. Parce que pour nous, dans la pensée africaine, Dieu lui-même, il est androgyne, il est à la fois femme et homme. D'ailleurs, il y a 2 mythes qui le disent très bien. Écoute bien ce qui suit, toi qui regardes. Domi Fakoli a évoqué brièvement la lettre de Nicolas V à la page 40 de son livre L'origine biblique du racisme anti-noir. C'est exactement la même lettre ayant fait les frais du professeur dans son livre. Ce qui suit est une preuve supplémentaire de l'aveuglement d'Hassani Fassassi sur le rôle des musulmans dans la traite. Domi Fakoli a tiré des passages documentés et sourcés de l'historien Bernard Lewis, montrant clairement le racisme anti-noir en terre islamique, aux pages 37 et 38 de son livre sur le racisme prétendu de la Bible. Page 50. Domi Fakoli commence un chapitre entier sur les complexités internes dont a profité l'islam de cette traite.
Notre point ici n'est pas de commenter ces sujets historiques ni les analyses de Doumi Fakoli à ce propos. C'est plutôt de montrer l'opposition inévitable de deux panafricanistes entre eux sur l'islam, mais où tous deux cherchent à attaquer le christianisme en se référant maladroitement à la lettre du pape Nicolas V. En plus, c'est remarquable que là où Hassani Fassassi n'a pas fait un effort de nuance dans le terme de servitude dans la mentalité médiévale de l'époque, mais qui s'est focalisé sur l'esclavage et visait exclusivement la chrétienté, Doumi Fakoli fait quant à lui une nuance entre les termes esclaves et captifs dans le contexte d'épargner la responsabilité des Africains dans l'esclavage entre eux. Les deux feraient bien d'appliquer ce principe de nuance contextuelle du côté chrétien. Finalement, Doumi Fakoli a au moins inséré la citation du pape Léon XIII condamnant l'esclavage. Alors qu'en lisant Hassani Fassassi, on a ressort avec l'idée que toute la papauté était raciste et pro-esclavagiste. Bon, le temps passe et il nous faut clôturer. J'espère que cette présentation vous montre combien les panafricanistes ne sont pas absents de graves contradictions pour un mouvement aspirant pourtant à l'union d'un continent. Conclusion. D'autres exemples pourraient être trouvés et avancés, mais rien que cet échantillon suffit à prouver le point. Le communisme tient sa place d'important dans cette vidéo, des contradictions parmi les panafricanistes cherchant à unir, de par sa contradiction en tant que fouillis protestants travaillés au niveau international et qui cache la véritable tromperie travaillant contre les intérêts non seulement du peuple africain, mais de l'humanité tout entière. Les panafricanistes qui engloberaient des théories communistes dans leur conception idéologique revendiquée ne cherchent pas à combattre l'impérialisme qui tue à fond, c'est lui qui tue même les arbres. Écoute-moi bien, toi Africain du continent ou de la diaspora qui m'écoute. L'impérialisme suprême qui manipule et sème les troubles et les divisions, c'est l'empire de Satan, l'ennemi de la véritable foi qui sauve. En se focalisant uniquement sur ces paradigmes capitalistes communistes, on s'enferme dans une voie sans issue et de vaine espérance. On est là où Satan veut qu'on soit. On combat une patte de l'araignée sans voir que ses crochets sont prêts à nous avaler bientôt. Ça provoque un manque de repères et une fausse libération travaillant contre la vraie foi. Non, regarde, attends, non, mais ce qu'on va faire, non, mais parce qu'on n'a pas fait l'effort, on n'a pas fait l'effort dans les recherches. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, on va faire une vidéo. Il faut aussi partager la parole de manière plus professionnelle. Non, mais tu vas prendre ta parole, je parle que on est en direct, c'est important, mais en fait, je vais vous dire, c'est parce que ça fait 1 heure que je suis obligé de couper la vidéo. Panafricanistes de tout pays, vous n'êtes pas unis. Qu'est-ce qu'il nous faut alors pour l'union complète et intègre, et pas seulement contre l'ennemi commun néocolonial? Sous-africaine à la réponse panafricaine pour l'Afrique. Même si on conclut comme entend Diop en faisant la part des choses et en critiquant l'orientation matérielle du communisme marxiste, la spiritualité à laquelle s'attachait ce tyrannie africain est une fausse lumière, et à notre avis un des artifices les plus dangereux de cette araignée qui manipule le monde. Restez connectés à Sous-Africaine pour découvrir à travers nos prochaines vidéos des autres séries panafricaines.